Allô tout le monde. Bienvenue à notre deuxième épisode de notre podcast Sur son axe. Oui. Aujourd'hui, on a l'immense chance de recevoir un danseur du monde commercial, mais qui a navigué dans plusieurs styles. Mhm. Le podcast d'aujourd'hui est un petit peu différent des autres. Il va être sur Zoom Oui. parce que c'est ça, notre invité n'habite pas au Québec en ce moment. Donc, c'est l'alternative qu'on a trouvée pour filmer ce podcast-là. Ouais. Mais on tenait quand même à le recevoir, donc on a trouvé une façon de pouvoir faire l'épisode quand même. Mhm. Donc, aujourd'hui, on reçoit Vincent Noiseux, qui est un danseur qui habite en ce moment à LA, donc c'est pour ça que l'épisode va être de façon virtuelle. Donc, pour les Mhm. personnes à l'audio, il n'y aura aucun changement. Ben, peut-être un petit peu dans Oui, la voix, oui, là, peut-être, mais mais puis à l'image, écoutez, je pense qu'on est habitué avec les podcasts de pandémie. c'est ça. Alors, juste pour mettre la table là, avant de se lancer dans l'épisode, Vincent Noiseux, c'est un danseur québécois qui a déménagé à Los Angeles il y a quelques années. Mhm. Il a eu la chance de danser avec plusieurs artistes du monde de la pop connus là, internationalement, dont Shania Twain, Ricky Martin. Vous avez peut-être pu le voir dans le film The Greatest Showman. Alors, on est vraiment, vraiment, vraiment chanceux de l'avoir Très eu avec nous. chanceux. Ouais. Alors, j'espère que vous allez aimer Ouais. l'épisode. Tellement. C'est un beau partage aussi, hein. Vraiment, Vraiment. là, c'est quand même long comme épisode, tu sais. On a certains épisodes plus courts, mais celui-là est quand même une Oui, heure, il une y a heure et vraiment. quart, là, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matière. Puis il a vraiment été généreux de son temps. Vraiment. Puis il nous a partagé plein de belles histoires. Alors j'espère que ça vous autant vous intéresser que ça nous a intéressé quand on l'a Vraiment. enregistré. Mm. Alors on se lance dans l'épisode. Ouais. Alors Super. bon épisode tout le monde. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, on vous remercie d'être à l'écoute où que ce soit. Oui. Ça me fait vraiment plaisir de vous savoir présent. Je veux juste, avant de présenter l'invité, faire une petite mise au point, là. Je veux juste vous rappeler qu'il y a une version vidéo, Ouais. ce podcast-là, qui est trouvable là, sur YouTube. Donc, Ouais. vous avez juste à écrire dans la barre de recherche sur son axe podcast. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez passer par notre page Instagram. Oui, ça devrait Puis, fonctionner. vous devriez être capable de trouver la vidéo. Ouais. Donc aujourd'hui, on a un super bel invité avec nous. Je suis vraiment content qu'il ait accepté notre invitation. Oui, moi aussi. Ça fait longtemps que je le suis, puis moi, dès qu'on a commencé à brainstormer là, pour une liste d'invités, son nom est ressorti quand même assez rapidement. Donc, on est vraiment, vraiment privilégié de l'avoir avec nous. Pour nommer quelques-uns de ses crédits, juste pour faire patienter un petit peu les personnes qui sont à l'audio et qui n'ont pas encore le spoil. Cet artiste-là a eu la chance de danser avec Janet Jackson, avec les Jonas Brothers. Vous avez peut-être pu le voir dans le film The Greatest Showman. On a l'immense chance de recevoir Vincent Noiseux avec nous. Allô, Vincent? Bonjour, salut à vous deux, bonjour à tous les gens qui écoutent ça sur vidéo. Yes. Premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On a vraiment hâte de Ouais, passer la vraiment. prochaine, euh, la prochaine heure avec toi, en apprendre un peu plus sur ton parcours. Je ne sais pas si tu as fait des podcasts un petit peu auparavant ou si c'est ton... Écoute, jamais, c'est mon premier. Je suis tellement Vrai? excité. J'en écoute justement ces temps-ci. On dirait que récemment, je suis quelqu'un qui consomme quand même beaucoup de musique. Puis récemment, on dirait que j'avais comme besoin de changement. Puis j'ai comme eu ce désir-là. Fait que je me suis mis à chercher un peu de podcasts, puis j'en écoute un peu plus, je te dirais, depuis les dernières semaines. Ok. Donc, c'est comme tombé un peu pile poil que vous me demandiez ça. Je suis comme, my God, mon premier podcast. Yay! Je suis bien excité. Donc, merci à vous deux d'avoir pensé à moi. Moi aussi, j'ai bien hâte de partager avec vous. Oui, Ben puis oui, juste mentionner aux gens qui nous écoutent que Vincent est présentement à LA, fait qu'on a quand même une petite heure de décalage, puis c'est pour ça aussi qu'on n'est pas en présence, exact. Mhm. vidéo, fait qu'on je souhaite le mentionner. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on veut juste faire le survol de ton parcours parce Ouais. que, tu as un super beau parcours. Puis, comme tu as dit, c'est ton premier podcast. Donc, peut-être que les gens te connaissent de nom. Mm. Ils savent peut-être pour qui tu as dansé, mais ils savent pas vraiment comme ton parcours un peu plus avec Ouais. les détails. Donc, Ouais. Mhm. c'est vraiment ça qu'on veut jaser là, aujourd'hui. Mhm. Good. Super. Euh, Génial. Première question, on aimerait ça savoir
comment que la danse est entrée dans ta vie? C'était quoi tes premières initiations La avec la classique danse? question pour Oui, être dans Ouais, ouais. le jeu. Mais qu'on veut tous savoir quand même. C'est exact. ça. Euh, En fait, je dirais, je parle souvent avec ma famille. Le premier contact direct en fait que j'ai eu avec la danse vient probablement de ma sœur. En fait, ma sœur étant plus jeune faisait des cours de ballet. Et évidemment, j'ai juste une sœur, c'est ma grande sœur. C'était mon modèle en grandissant. Donc, sans même avoir la compréhension vraiment de c'était quoi, euh, j'avais toujours ce désir-là de tout faire comme elle, de l'imiter. Donc, elle pratiquait ses spectacles de danse, je la suivais, elle mettait les cassettes de danse après qu'elle les ait reçus, après les spectacles de fin d'année, puis j'essayais de faire ce que je voyais sur la vidéo. Elle avait des chaussons de ballet, j'avais demandé à mes parents d'en avoir parce que je pensais que c'était des pantoufles. Fait que mes parents m'avaient acheté des tout petits chaussons noirs, puis j'avais aucune idée c'était quoi, mais je les mettais dans la maison, puis moi, ça me rendait extrêmement heureux. Donc, ça a comme été mon premier contact. Cela étant dit, mes parents plus jeunes ont fait un peu de ballroom. Ben, en fait, à l'époque, ils appelaient plus ça danse sportive. Donc, ils faisaient des cours, ils ont fait des petites compétitions un peu locales. Rien de, tu sais, c'était pas professionnel, mais euh, il y a toujours eu quand même un grand amour de la danse dans ma famille. Euh, et puis, grandissant, ma sœur, plus tard, a arrêté de danser. Mais j'ai toujours été quand même un enfant, sans dire que j'étais hyperactif. Puis j'avais toujours beaucoup d'énergie. J'avais besoin de bouger. J'aimais bouger. Donc, j'étais souvent dans le sous-sol chez mes parents, ben, chez moi, en fait, à faire des acrobaties, à me picher ces murs, à faire, tu sais, tout seul, là. J'étais dans mon monde, puis je mettais de la musique, puis moi, je tripais. Euh, juste à bouger. Et puis, ma mère, qui est retraitée maintenant, ma mère était professeure au primaire. OK. Et puis, une de ses consoeurs de travail était aussi professeure de danse. Et puis, Oh, à cette époque-là, il faisait du covoiturage. Et un jour, ma mère fait visiter la maison à cette consoeur de travail-là. Et puis, ils m'ont comme surpris en flagrant délit dans le sous-sol en train de me faire mon Ah, propre show. Je devais probablement avoir un costume quelconque, je ne sais oui. pas. Puis c'était peut-être sur du Julie Masse ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Là, mais, euh, et puis, ils m'ont comme observé. Puis, cette concert de travail-là dit à ma mère, avez-vous déjà pensé de l'inscrire à des cours de danse? Et donc, ma mère, peu de temps après, m'a posé la question, est-ce que tu aimerais ça prendre des cours de danse? J'avais essayé plein de hobbies avant, il n'y a rien qui accrochait. J'avais essayé le tennis, la natation, la gymnastique que j'avais beaucoup aimé, mais à l'époque, les cours étaient le samedi matin, puis je manquais mes petits dessins animés, puis mes priorités n'étaient pas les mêmes. Donc, il n'y a rien vraiment qui accrochait. Donc, quand même, à un moment donné, ça, j'étais comme, ah, ben, peut-être. Fait qu'ils m'ont amené voir le spectacle de fin d'année du studio auquel j'ai fini par commencer à danser. OK. Et puis, j'ai aimé ça. À l'époque, ce studio-là faisait beaucoup, oui, il y avait du jazz, mais faisait beaucoup ce qu'on appelait du funky, qui maintenant est probablement ce qu'on appellerait du jazz funk ou street jazz. Je trouvais ça très cool. Fait que j'étais comme, ah ben oui. Puis, ils m'ont inscrit. Puis, ça a comme été, ça a été un coup de cœur instantané. J'avais 9 ans, puis encore là, je dis coup de cœur sans vraiment que, tu sais, à cet âge-là, je pense pas que je comprenais vraiment c'était quoi avoir un coup de cœur, mais c'était tellement naturel pour moi. J'aimais la musique, j'aimais bouger vite, puis c'est quelque chose qui est venu hyper naturellement pour des raisons, je sais pas, peut-être que ça ça s'est transmis dans les gènes de mes parents qui ont dansé plus tôt. Donc, c'est ça, à 9 ans, j'ai pris mes premiers cours de danse, puis j'ai jamais arrêté après ça. Ça a été la première et seule chose qui est vraiment à laquelle je suis resté accroché dans Mm. tous les hobbies que j'ai essayés. Oui, après, je suis sûr que, après, tu as voulu te former dans plusieurs styles. J'ai Mhm. l'impression, ben, en fait, j'imagine qu'il y a eu plusieurs styles qui t'intéressaient après ton premier cours de danse. Puis, mettons qu'on se projette quelques années plus tard, c'est à partir de quel moment tu as su que, ben, peut-être que c'était Mhm. un plan de carrière, peut-être que c'était quelque chose que tu Mhm. voulais faire comme plus que juste, mettons, un cours de soirée ou un hobby, là. Ouais, ouais. En fait, je te dirais que ça a pris quelques années, c'est à l'âge de 13 ans, en fait, parce qu'avant ça, je prenais les cours, je tripais, je m'étais fait des bonnes amies, des bons amis. C'était principalement des filles, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment pas beaucoup de gros studios. Je pense qu'on était trois. Euh, J'imagine. Mais dans ma tête, les seuls emplois que tu pouvais faire en lien avec la danse, c'était d'enseigner la danse. C'est tout Mm. ce que je voyais, c'est tout ce que je connaissais. Puis sans dire que je viens d'un petit village, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est quand même, ça a beau être juste à 35-40 minutes de Montréal.
on dirait que ce 35-40 minutes-là de distance, c'est quand même plus grand dans le fond qu'on pense. Donc, j'avais pas vraiment ce contact-là avec un milieu de la danse plus élaboré. Puis c'est à l'âge de 13 ans où j'ai vu sur Musique Plus. Puis en fait, c'est même pas parce qu'on n'avait pas le câble quand j'étais petit, donc c'est un de mes amis qui l'avait enregistré, qui me l'avait prêté, que j'ai vu les danseurs, puis le cerveau m'a comme explosé, j'ai comme compris comme l'amplitude de ce que tu pouvais faire en tant que danseur. Puis à partir de ce moment-là, à partir de 13 ans, j'ai fait comme c'est ça que je vais faire. Donc à partir de cet âge-là, j'ai vraiment commencé à prendre ça encore plus sérieusement. OK. C'est là que j'ai commencé à un peu plus diversifier les styles que je prenais parce qu'à l'époque, c'était vraiment juste, comme je disais tantôt, ce qu'on appelait nous au studio du funky. Donc j'ai commencé à apprendre plus du jazz. J'ai pris des cours de breakdance. J'ai pris de classique, ça a été vraiment plus tard. Mais c'est ça, j'ai commencé à un peu vraiment plus prendre ça sérieusement, à prendre plus de classes. Donc, il y a eu une époque où mes parents faisaient beaucoup de beaucoup de routes pour m'amener au studio à tous les soirs. Il y avait bien hâte que je passe mon permis de conduire. À Euh, Montréal, c'est ça, tes cours étaient à non, Montréal? c'était tout à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'école de danse de Denise Bonneau. C'est le studio où j'ai grandi. C'est ma dance mom, Denise, comme on dit. Je suis encore en contact avec eux. Je retourne au studio souvent. Je suis encore, c'est encore toute ma grosse gang. D'ailleurs, quand j'ai fait Janet, il y a quelques années, ils sont tous venus parce qu'ils savaient tous à quel point c'était comme quelque chose c'était mon plus grand rêve de carrière, là, sans vouloir sauter trop loin, mais ils sont tous venus, puis c'était quand même un moment assez hallucinant pour moi d'avoir toute cette gang-là de soit d'anciens profs ou de filles avec qui j'ai grandi en dansant, justement de l'âge de 9 ans jusqu'à maintenant, à être là, puis vraiment comme voir où tout ça m'a amené, beaucoup grâce à eux, tu sais, puis qui m'ont suivi à travers ça. Donc c'est ça. À 13 ans, j'ai vraiment commencé à faire comme, OK, il faut que je prenne ça sérieusement, prendre plus de cours, aller suivre des conventions, euh, toutes des choses que moi, je faisais les recherches. J'étais comme, je dis souvent que j'étais vraiment un dance geek. J'étais fanatique, là, tu sais, je faisais mes recherches moi-même, même quand l'Internet a commencé, où ça occupait la ligne téléphonique, là, je faisais des recherches, puis ça prenait 3 heures avant que la page s'affiche sur l'ordinateur de mes parents dans le sous-sol, mais je cherchais tout ce qui avait en lien avec la danse, puis c'est comme ça que j'ai trouvé des conventions, j'ai compris en fait, tout ce que je pouvais faire. C'est là que mes horizons, en fait, se sont ouverts. Wow. Ouais. Et par la suite, parce que là, on sait que tu as participé à See You Think You Can Dance la première saison. Mhm. Mhm. En 2008, c'est tout ça? En... 2008, ouais, exact. Ouais. Ça, puis quand même, tu es arrivé ben, dans le top 8, fait que c'est Mhm. quand même cool, là. Je veux dire, c'est quand Ouais, même... ouais, ouais. Ça faisait-tu longtemps, justement, que tu avais... parce que là, tu disais que tu avais 13 ans, là, environ, là, quand tu Ouais. à comme plus comprendre au niveau professionnel et tout ça. Ça a duré combien? Mhm. Si on se situe dans le temps environ, comment tu t'es ramassé à See You Think You Can Dance? En fait, c'est ça, à partir de 13 ans, j'ai commencé à prendre ça sérieusement au studio de danse. En toute honnêteté, comme je disais tantôt, c'était pas quelque chose qui était extrêmement commun. On s'entend que ça fait, on retourne pas si loin, mais il y a quand même beaucoup de chemin qui a été fait par rapport à l'ouverture que les gens ont de voir des gars danser. Euh, donc, à l'époque, à l'école, je gardais ça quand même très secret. J'en parlais pas vraiment. Si des fois dans des cours, on avait à faire des travaux sur notre futur emploi, je choisissais toujours quelque chose qui était autre que la danse. Euh, donc, je prenais ça sérieusement dans ma vie personnelle et au studio, mais c'était pas quelque chose dont je parlais nécessairement à l'extérieur de la maison ou à l'école. Mes amis proches le savaient et tout. Donc, j'ai fini mon secondaire, je dansais au studio, mais c'était pas mal ça. J'ai fait quelques performances à l'école en genre parascolaire parce qu'il y a des gens qui ont fini par savoir que je dansais, qui m'ont demandé, mais je gardais ça quand même minimal. Euh, puis quand j'ai gradué du secondaire, je m'étais inscrit au Cégep de Saint-Jean en sciences humaines parce que c'était le Cégep qui était proche de chez nous. C'était là que ma plupart de mes amis allaient, puis c'était juste la chose normale à faire. Et la seconde que mon inscription a été faite, j'ai eu des regrets immenses euh, parce que je savais que j'allais probablement m'emmerder. Là. Je suis désolé du langage, mais que je savais tellement que mon désir de danser était comme plus gros que n'importe quoi
dans ma tête, tu sais, je savais que c'était comme un non-sens. Tu sais. Donc, mon père, sans que je le sache, a fait des démarches, des téléphones pour voir si ma demande d'admission pourrait être transférée ailleurs. Euh, et puis, ça a été, c'est à cause de lui, en fait, que j'ai pu finalement aller à Saint-Laurent, au cégep de Saint-Laurent en danse. Mhm. Donc, j'ai fait mon deck en danse de 2 ans. Mhm. Euh, Puis, à la sortie de mon deck, évidemment, tu sais, vous le savez, je sais pas si c'était je pense que les deux vous êtes à l'admis, c'est ça? Exactement. Euh, donc, c'est sûr qu'il y avait, ben, je sais pas si ça s'appelle encore l'admis, là, à l'époque, ça s'appelait comme, c'est ça, ça a changé de nom un peu, hein? C'est Oui, ouais, ouais, ça. la même C'est chose. ça. Même institut. D'accord. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, je savais qu'il y avait l'ADMI, qu'il y avait l'UQAM. À l'époque, il y avait le Conservatoire de danse de Montréal. Mais j'avais tellement hâte de travailler, j'avais tellement hâte d'être sur scène. Puis, je savais que ce que moi, je voulais faire était plus dans le... J'aime pas nécessairement qu'on utilise ce terme-là, dans le sens que je trouve pas que le milieu de compagnie, c'est nécessairement pas commercial. Mais bon, je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc, j'avais fait des auditions. J'avais fait l'audition pour le Conservatoire de danse à Montréal, mais j'avais aussi fait des auditions pour bon, les bateaux de croisière, Royal Caribbean. Et j'avais fait une audition pour un spectacle qui s'appelait Dancing, qui était un spectacle qui avait comme été un des premiers gros, une des premières revues musicales qui avait été au Casino de Montréal, où, à l'époque où les shows au Casino sont devenus vraiment gros, c'était comme euh, quand même assez populaire. Tu voulais Et j'ai vraiment, été engagé. tu voulais Ah, vraiment écoute. Ah le- ouais, ouais, moi je voulais juste être sur scène, je savais que c'est ça que je voulais faire, puis j'avais juste hâte déjà de travailler, tu sais, oui, je savais que j'aurais pu aller à l'école, puis que c'était pas une mauvaise chose, puis mais ouais, on dirait que je sentais que j'étais prêt, puis j'avais juste hâte. Peut-être que j'étais trop pressé, je sais pas, mais en tout cas, ça a fini par quand même ça porter fruit. Porter fruit quand même pas pire. Donc c'est ça. Donc, j'ai fini par être engagé par ce spectacle-là, Dancing. Donc, tout de suite à la sortie du cégep, en fait, j'ai comme commencé un peu ma carrière professionnelle à Montréal. Ça, c'était en Ah, c'est 2004. ça, c'est au casino, tu faisais le dancing? Non, ben le spectacle avait commencé au Casino. C'est un spectacle qui est devenu populaire parce que ça a été présenté au Casino de Montréal, au Capitole à Québec, un peu partout au Québec. Mais quand moi j'étais engagé, c'est parce que le spectacle s'en allait pour la première fois à Paris. Donc, en plus, il y avait cet aspect-là pour moi qui était hyper excitant. Je n'étais jamais vraiment sorti du pays à part une fois avec mes parents. Donc, c'est quand même un big deal là, tu sais, pour moi. Ça a été un peu traumatique aussi parce que si j'avais 19 ans, j'avais jamais vécu en appartement tout seul. Je n'étais jamais parti chez mes parents. Donc, ça a été beaucoup de premières en même temps, en plus d'être le premier contrat. Mais ça m'a fait grandir extrêmement vite. Excuse-moi, Qu'est-ce que tu disais, excuse-moi? tu t'es ramassé à Paris, c'est ça? Donc, t'es arrivé à Paris Ouais. combien de temps? On a été 2 fois pendant 3 mois. Donc, un total de 6 mois, mais entre les 2 fois, 3 mois, il y a eu, on est revenu au Québec pour, je pense, peut-être 4 ou 5 mois. Euh, mais bon, on était quand même une grosse gang, là. On était toute une gang de Québécois qui suivaient. Donc, tu sais, quand même, c'est pas comme si j'étais lancé là-dedans tout seul, là. Tout ça pour dire que ça a été mon premier contrat. Puis après ça, j'ai comme fait mon petit bout de chemin à Montréal. Puis évidemment, je suivais sur U-Things depuis la première saison. Justement, la première saison avait eu lieu pendant que j'étais à Paris avec ce contrat-là, le premier été, où So U-Things est venu en ondes et mes parents avaient enregistré ça sur cassette. Quand je suis revenu, il y avait une pile de cassettes Ben, prêtes à écouter parce que mes parents savaient que j'allais triper sur ce show-là. Et quand je suis revenu, je pense que je me suis tapé la saison complète en 2 jours. Ben Puis oui. encore là, j'étais comme, My God, c'est le rêve, je veux faire ce show-là, tu sais, parce que moi, je tripais d'apprendre à décorer, je tripais d'apprendre des styles différents. J'étais comme, wow, je veux faire ce show-là. Euh, Puis il y a pendant tellement longtemps eu des rumeurs que le show allait venir au Canada, mais ça, on dirait que ça se concrétisait jamais. Puis c'est ça. Donc ça, c'était comme en 2004-2005. ok. Puis donc, ça a pris comme un peu 4 ans, en fait, où j'ai continué à faire des contrats à Montréal, à faire mon petit bout de chemin. J'étais bien heureux. J'ai travaillé, je te dirais, beaucoup d'amis que je me suis fait pendant ma carrière, qui maintenant, c'est drôle à penser parce que la carrière que j'ai eue à Montréal est comme plus courte que la carrière que maintenant j'ai eue à LA, parce que ça fait comme 13 ans que je suis ici. Mais on dirait que certaines des relations que j'ai établies avec certains des danseurs sont encore plus solides peut-être que des amitiés que j'ai avec certains danseurs ici, parce que bon, c'est aussi évidemment une période assez formatrice à l'âge que j'étais. Tu sais, c'était
de 19 à 20, 24, 25 ans, tu sais. Donc, ouais, donc il s'est passé 4 ans où je faisais des contrats, des comédies, des comédies musicales. À l'époque, c'était plus revue musicale parce qu'il n'y avait pas tant. Je dis revue musicale parce que c'était plus comme des spectacles qui étaient bons faits avec les meilleurs hits de Elvis Presley ou Night Fever, qui étaient les plus grands hits disco. C'était pas nécessairement un des shows dans lesquels il y avait des histoires. Ouais. Les comédies musicales ont fini par faire leur chemin vers Montréal, puis maintenant c'est rendu hyper populaire, puis c'est vraiment cool qu'on ait ça. Donc c'est ça, à l'époque je faisais ces shows-là, bon, il y avait un spectacle qui s'appelait L'heure de gloire, qui était une version un peu chantée de ce que le match des étoiles était, comme une compétition de célébrités qui venaient faire des performances musicales, puis il y avait des danseurs, fait qu'on faisait ça, c'était à tous les vendredis, puis c'était un show tellement trippant à faire pour nous. Euh, c'est là aussi que j'ai établi ma relation avec Geneviève Dorion-Coupal, qui est comme devenue ma mentor puis une de mes plus grandes amies pendant cette période-là, justement, de comme 4 ans où je travaillais beaucoup à Montréal. Donc, après ça, euh, les auditions ont finalement été annoncées pour So You Think, puis j'ai tenté ma chance sans honnêtement penser que j'allais réussir à être sur le show, en tout cas, surtout pas à la première saison. Oui, Euh, la première saison canadienne, parce que ceux qui ne savent pas, ça a été avant aux États-Unis, puis après uh-huh, puis, exact. au Ouais, quand même plusieurs saisons. Je pense que quand nous, on a commencé au Canada, je pense qu'il était déjà rendu à la saison, je pense, 6, 5 ou 6 aux États-Unis. Donc, ça faisait quand même un petit bout que pas le spectacle, que le show roulait aux États-Unis. Donc ouais, 2008, je me souviens pas, je pense que l'audition était au printemps, OK. puis c'était au Saint-Denis. Et Hmm. puis, je veux dire, tous les danseurs de Montréal Oh étaient mon Dieu, présents. Ouais. ça part du monde. De faire le tour de Ouais, ouais. l'âge, Ah là. ouais, ouais. Littéralement, ça passait devant, tu sais, devant je pense que c'est l'Office national du film qui est là au coin, puis ça faisait le Ouais. tour. Ah ouais, c'était, C'est on a entendu longtemps, ça a été des longues journées. Puis une expérience comme So You Think, j'imagine que c'est hyper formateur, là. ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est de l'apprentissage de chorégraphie à chaque semaine. T'es mis dans des situations là, où est-ce que Mais c'est la télé. Mhm. t'as C'est aussi la l'aspect télé, c'est télé comme aussi. tu te fais connaître, t'es comme mon Dieu, il y a quand même une pression de comme de quoi, ben pas de quoi j'ai l'air, mais veux pas, ça Ben vient oui. avec la game. Absolument. Ouais, Mm. ouais, ouais. Non, c'est honnêtement, je dirais, tu sais, surtout maintenant que je regarde le show, tu sais, je regarde Révolution, que j'adore le concept, j'adore le show. Mais pour moi, So You Think c'était comme le show parfait pour moi, en ce sens que j'ai su assez rapidement, en fait, que ma force, c'était euh, d'être un peu comme un caméléon, d'apprendre des chorégraphies qui m'étaient apprises, même si des fois c'était dans des styles qui n'étaient pas les miens. J'ai toujours eu un peu une capacité d'adaptation qui était un peu ma force un peu secrète. Donc pour moi, ce show-là, c'était comme un rêve, tu sais, de pouvoir justement faire tous ces styles-là différents. C'est sûr que l'aspect télé-réalité a été un peu choquant, pas nécessairement de façon négative, mais parce qu'évidemment, tu arrives sur le show puis tu te dis, ah, c'est une compétition de danse. Je vais aller sur le show, je vais bien danser, puis tout va bien aller. Puis tu réalises assez rapidement, moi je l'ai réalisé dès la première élimination, que c'est un show de télé-réalité. C'est de la télé, c'est du casting. Donc, à la première élimination, on a perdu quand même un danseur qui était assez hallucinant, qui était en plus mon roommate au début de l'aventure, mon partenaire d'appartement, en fait, parce qu'on partageait les appartements ensemble. Euh, et on dirait qu'à ce moment-là, j'ai comme dû un peu refaire je sais pas quel terme utiliser, mais un peu comme revisiter la façon que j'allais attaquer le show. Puis en même temps, décider c'est quoi que moi je voulais en retirer. Tu sais. Donc, j'ai décidé rapidement que pour moi, évidemment, le focus allait être sur la danse. Tu sais. Moi, je voulais aller là, je voulais apprendre, je voulais en absorber le plus de choses que je pouvais ou qu'on pouvait me donner. Oui, avoir du fun, évidemment. Puis oui, tu sais, j'allais jouer la game un minimum, mais j'allais pas. Tu sais, je voulais pas que la chose principale de ce show-là, pour moi, de mon expérience, devienne justement cet aspect-là de tes réalités,
je joue la game, puis je fais le fou, puis j'essaie d'être super extraverti parce que c'est pas moi. J'ai jamais été. Je suis quand même assez introverti. J'ai grandi étant un enfant extrêmement timide. Euh, Évidemment, la danse m'a beaucoup aidé à travers ça, mais bon, tout ça pour dire que j'ai vraiment décidé, je vais être sur le show, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais attaquer l'aventure comme moi je veux le faire. Ça durera le temps que ça durera. Euh, Puis bon, hein? Facile de se créer un personnage pour la télé aussi. Oui, ben c'est ça, puis c'est qu'en même temps, moi, puis tu sais, je dis pas que c'est ça qui arrive toujours, tu sais, souvent, je veux dire, les danseurs qui gagnent ou qui se rendent loin sont toujours quand même extrêmement talentueux. Euh, Mm. J'avais juste envie pour moi, en fait, pour mon défi personnel, de vraiment juste, tu sais, que mon focus, ce soit juste de la danse. Puis oui, bon, les caméras venaient avec, puis les entrevues, puis c'était pas que c'était pas le fun parce que toute l'équipe qui travaillait sur le show, il y en a encore avec qui je suis en contact, les producteurs, puis les gens qui nous interviewaient, puis tout ça. C'était vraiment une belle gang, ils nous ont toujours mis à l'aise. Euh, mais c'est ça, tu sais, je voulais pas non plus, c'est ça, juste sortir un peu me dénaturer, puis tu sais, un peu perdre un peu de mon intégrité personnelle. Euh, mais moi, j'ai tripé sur ce show-là, my God, j'ai eu tellement de fun. Je sais que c'est pas tout le monde qui le vit de la même façon. J'ai des amis qui ont fait l'aventure, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, puis qui ont peut-être moins trippé que moi. J'imagine que ça dépend des conditions dans lesquelles tu es mis, ça dépend avec c'est qui tes partenaires. Moi, j'ai été hyper choyé. Ma première partenaire, Lisa, c'était une amour. On a eu tellement de fun ensemble. En plus, c'est une danseuse hallucinante, fait qu'elle me challengeait, puis on se challengeait mutuellement. Les contacts que j'ai créés avec des chorégraphes et tout, évidemment, ça, c'est de l'art en barre, là. Tu sais, je veux dire, ça a été ma porte d'entrée, on dirait, un peu à l'échelle internationale, là, tu sais, évidemment. Donc, moi, j'ai vraiment trippé, puis c'est fou, même je regarde maintenant des vidéos, puis je me dis, aïe, j'étais vraiment comme un autre danseur à l'époque, tu sais, on dirait que, tu sais, dans ma tête, j'étais comme vraiment, j'étais correct, puis là, je me regarde maintenant, puis j'étais comme, aïe, j'ai des fois de la misère à croire que j'ai réussi à me rendre sur le show, parce qu'on dirait que j'ai comme continué, puis en même temps, c'est ça, tu sais, qui est beau en danse, puis dans ce qu'on fait dans les arts, c'est que l'évolution est constante, là, tu sais, que tu sois professionnel ou pas, tu continues toujours de t'améliorer, puis les styles de danse, puis les arts évoluent constamment, tu sais. Donc, mais ouais, ce show-là, ça a été de gros bonbons pour moi, en tout cas. Ah oui, ben, ce que j'entends, c'est que tu as défini les raisons pour lesquelles tu participais, puis de ce que j'entends, c'est que les raisons étaient hyper saines, puis tu sais, ça paraît que tu le faisais pour les bonnes raisons et non pour toutes les raisons peut-être plus superficielles ou extérieures, là. Fait que Ouais, ça t'a permis de vivre une belle expérience. ouais, ouais. Faut que tu sais, c'est comme n'importe quoi. Je dis toujours maintenant, souvent quand j'enseigne, tu sais, il faut vraiment, puis vous avez sûrement entendu ça ou lu ça à plein d'endroits, mais c'est pas juste la destination finale qui compte, mais le processus. Puis si tu oublies de profiter de tout ce qui se passe entre le début puis la fin, tu gaspilles tellement d'opportunités puis de choses valorisantes que tu peux accumuler, tu sais. Donc, pour moi, c'est important de pas juste penser à ah, j'aimerais ça gagner ou ça va m'amener après ou combien de temps je vais passer sur le show, mais vraiment profiter des semaines que j'ai été là où j'étais en répétition avec des chorégraphes hyper connus que je connaissais déjà parce que, comme je disais tantôt, j'étais un geek de danse, fait que je faisais mes recherches puis je savais exactement qui tout le monde était. Puis pour moi, c'était, tu sais, je veux dire, j'aurais été fou de penser juste à l'objectif final ou au montant d'argent que j'aurais pu gagner ou à la célébrité que ça aurait pu m'apporter, puis de passer à côté de tout le reste qui m'était offert, là. Ben oui. Puis ben, So You Think You Can Dance termine, en tout cas, ben, ta saison. Quelques années plus tard, tu as entamé ce processus-là pour peut-être transitionner vers les États-Unis. Euh, Mhm. Avant là, de rentrer dans tout ce qui est le visa, parce que je sais que c'est un gros dossier, là. Ouais. Mais c'était comme un but dans ta tête ou toi, tu avais comme but de continuer ici au Canada ou au Québec, puis Non, je dirais, en fait, déjà à l'âge, quand j'ai vu le show de Janet à 13 ans, tu sais, moi, j'avais comme compris que je voulais danser pour des artistes. Puis évidemment, au Québec, maintenant, ça arrive un peu plus. Il y a un peu plus d'opportunités pour ça. C'est encore pas extrême en ce sens que
le milieu de la pop au Québec, la pop québécoise est beaucoup différente de la pop un peu internationale. Tu sais, c'est pas nécessairement la même chose. Donc, tourner pour des artistes au Québec, c'était pas quelque chose de nécessairement commun ou aussi possible, en fait, qu'aux États-Unis. Donc, évidemment, ce désir-là est comme né un peu à cette époque-là. Euh, Après ça, justement, la première fois que je suis venu à Los Angeles, c'était en 2005, en fait. Donc, quand je suis revenu de ces contrats-là à Paris, j'avais ramassé des sous, je m'étais fait des économies, puis j'avais décidé, j'utilise une partie de ces sous-là pour aller m'entraîner. Donc, je suis venu à Los Angeles pendant 2 semaines. Je prenais genre 5 à 6 classes par jour pendant 2 semaines non-stop. Puis encore là, le cerveau m'a comme explosé parce que j'étais arrivé ici puis je voyais à quel point tous les danseurs étaient bons, puis tu pouvais prendre des classes du matin au soir à longueur de semaine, puis je capotais, je tripais comme un fou. Donc après ça, à partir de 2005, je venais quand même, je sais pas si je suis venu à toutes les années, mais pratiquement, que ce soit pour une semaine, que ce soit pour plus longtemps, je venais pour m'entraîner. Des fois, c'était New York, donc des fois, j'alternais. Euh, donc, ce désir-là était toujours présent, mais évidemment, tu sais, ça engendrait comme beaucoup d'autres choses, justement, comme le visa, comme plus de frais, comme aussi juste la peur de l'inconnu, tu sais, comment je suis supposé me trouver un appartement ici, puis tu sais, ça a l'air tellement plus, ben, je veux pas dire que ben, c'est parce que c'est pas que c'est pas gros, mais ça a l'air encore plus gros, en fait, que ce l'est, tu sais, on s'imagine qu'il y a un déménagement, puis c'est vrai que c'est intimidant, mais tu sais, t'as pas toujours besoin d'être permanent, puis c'est pas nécessairement, tu sais, de te relocaliser, ça peut être juste temporaire, puis ça n'a pas besoin d'être ce gros monstre-là, des fois qu'on se dit que c'est. Donc, on dirait que j'avais toujours ce désir-là, mais je m'arrêtais toujours. Puis évidemment, bon, j'étais à Montréal, je travaillais déjà, je venais de faire So You Think. Donc, à partir de So You Think, ça m'a déjà ouvert un peu plus de portes à l'échelle nationale. Donc, tu sais, je me promenais de Vancouver au Nouveau-Brunswick, à Toronto. Donc, je faisais des contrats, j'enseignais beaucoup. Donc, il est venu un moment où on dirait que j'avais comme presque pris la décision, en fait, à cette époque-là. Moi puis Kim, on était en relation parce qu'évidemment, Kim Gingras, qui est comme ma meilleure amie maintenant, à l'époque, était ma copine. Avant que je fasse mon coming out et tout, donc ça c'est un autre dossier. Mais on avait comme un peu décidé que ben on était confortable, puis on va rester au Québec, puis les choses marchent bien. Fait que pourquoi on se barrerait de passer à travers tout ça. Puis un moment donné, on était rendu à 26 ans, ce qui est quand même, on le sait, pour un danseur, un âge relativement avancé. Puis on a fait comme, on est du niaiseux, tu sais, c'est comme now or never, tu sais, on va-tu vraiment jamais l'avoir essayé, puis finir notre carrière, puis s'établir ici, puis vraiment s'ancrer sans avoir vraiment su si ça aurait pu marcher. Exactement. Donc, à cet âge-là, on a fait comme non, faut le faire, faut l'essayer. On avait quand même plusieurs amis parce qu'on était venus à Los Angeles. Donc, on connaissait des gens ici, on connaissait des Canadiens qui étaient déménagés ici. Donc, on s'est mis à poser nos questions, on a entrepris le processus de visa, puis on s'était vraiment donné une date limite. Parce que c'est facile de juste comme repousser, que ce soit pour des raisons financières, que ce soit pour mais juste un peu plus longtemps ou un contrat. Nous, on s'était dit en janvier 2011, parce qu'on avait commencé le processus en 2010. Janvier 2011, on déménage. Mm. Puis c'est ça qui est arrivé. Le 11 janvier 2011. C'est drôle, marrant. on n'avait jamais réalisé que c'était comme beaucoup de 1. Mais ouais, on est déménagé à Los Angeles 2011. Yes. Ouais. Parle-moi un peu de ce processus de visa-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce parcours-là d'aller peut-être à l'étranger pour la danse, mais pour toute autre Ouais. forme de Mm-hmm. métier, là, faut passer par un processus de visa. Pour un danseur, c'est comment, c'est quoi en fait ce processus de Moi, visa-là? j'ai entendu beaucoup de choses que c'est quand même difficile d'avoir comme des lettres de Ouais. recommandation. Je sais pas trop. Ouais, ouais, ouais. Peut-être justement du milieu là, dans lequel tu t'en vas. Mm-hmm. Un dispendieux Ouais, aussi. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref. ouais. Ouais, il y a comme plusieurs couches, on dirait, qui font que des fois, ce processus-là peut être assez intimidant. Je dirais que je sais plus où c'est rendu, pas où c'est rendu, dans le sens que je sais pas, je sais que pendant une époque, surtout après que, je veux pas embarquer dans le politique, mais après que Trump a été élu,
Ouais. Ça a rendu les choses encore plus difficiles, apparemment, de ce que moi j'ai entendu dire de plusieurs danseurs. Le processus a été ralenti. Il y avait des listes d'attente qui en finissaient plus. La pandémie aussi, je sais pas si ça a eu un La impact. pandémie, évidemment, a été complètement un autre dossier, évidemment, avec, on le sait, là, même moi, étant ici, à un moment donné, j'ai décidé de essayer de revenir au Canada, puis c'était assez complexe, même si je suis citoyen canadien. Donc, c'est ça. Le visa, en fait, pour un danseur, c'est un O1 il appelle ça un Visa for Extraordinary Artists. Ok. Euh, donc, en fait, le but en appliquant pour ce visa-là, c'est de prouver, comme ça dit dans le nom, que tu es extraordinaire puis que les gens peuvent pas se passer de toi, en fait, ici, aux États-Unis, que ton talent est nécessaire. Donc, c'est pour ça que ça prend une amplitude de preuves, de lettres, de recommandations. Donc, les lettres étant une des plus grosses choses, évidemment, c'est pour ça que dans une carrière, c'est important d'établir des relations. Euh, à tout point de vue, que ce soit avec des chorégraphes ici, mais même des fois au niveau local, que tu sais, des chorégraphes québécois, des lettres de recommandation n'ont pas besoin d'être nécessairement juste de gens des États-Unis. C'est sûr que ça aide quand tu des gens d'ici qui font on veut l'amener, mais d'avoir des lettres de gens avec qui tu as travaillé sur à un niveau professionnel, puis un calibre assez élevé. Euh, Évidemment, parlant et expliquant, tu sais, c'est quoi les capacités, c'est quoi les aptitudes, puis les talents que cet artiste-là a. Donc, les lettres sont une chose. Euh, J'essaie de me rappeler du nom, là, mais en fait, faut aussi que tu te donnes comme parce que le visa O1, en fait, la plus longue durée que tu peux le demander, c'est 3 ans. Donc, évidemment, il te demande ce qui est un peu particulier dans notre milieu, parce qu'on a un milieu assez incertain où des fois, on ne sait pas ce qui va se passer même la semaine prochaine, mais il faut que tu prouves que tu vas avoir du travail pendant les 3 prochaines années. Donc, d'être capable d'établir un lien avec un chorégraphe aussi ici aux États-Unis qui va être capable de dire, ben moi, je vais engager ce danseur-là sur mes projets, tel projet que j'ai qui s'en viennent. Ou que ça peut être un chorégraphe, quelqu'un qui enseigne sur des conventions qui va dire, euh, je vais avoir ce danseur-là avec mon assistant pour toute la durée de la convention. Donc, c'est de bâtir un itinéraire, en fait, c'est ça le terme, excuse-moi, qui utilise, un itinéraire pour ces 3 ans-là qui démontre que tu vas avoir du travail, que quelqu'un va t'engager. Euh, donc, ça, c'est une autre des choses. Évidemment, ben, d'avoir un agent. Donc, de venir à Ellie, d'avoir un agent qui va t'endosser, en fait, être ton sponsor. Ce qui veut pas dire qu'il paye pour, parce que ça, des fois, ça peut être mélangeant parce qu'il y a des gens, des fois, qui travaillent pour des compagnies quelconques qui sont pas dans le milieu artistique, qui vont se faire sponsorer, mais pour eux, ils sont littéralement payés le processus, ils ont rien à faire. Dans notre cas, malheureusement, c'est pas le cas. Nos agents font juste être notre sponsor en écrivant une lettre disant qu'ils vont être responsables de nous quand on va arriver aux États-Unis. Euh, donc, c'est important. C'est Pardon? facile de trouver un agent, ça se fait par des Euh, networks. c'est pas nécessairement OK. difficile en ce sens que, bon, il y en a plusieurs. Ben, en même temps, je veux pas dire non plus que c'est facile. C'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est quand même quelque chose à célébrer quand tu es capable d'avoir un agent aux États-Unis, même à Montréal, n'importe où, en fait. C'est quelque chose d'excitant parce que ça ouvre des portes, puis c'est des connexions instantanées qui vont se passer que tu n'aurais peut-être pas si tu n'avais pas d'agent. Mais ici, les agents LA, tu peux soit planifier des meetings. C'est sûr que nous, ayant fait So You Think You Can Dance, on avait des contacts avec des chorégraphes qui étaient un peu dans différentes agences. Donc, c'est une porte d'entrée qui a été facilitée, évidemment. Mais les agences, souvent, pratiquement chaque année, vont aussi faire des auditions ouvertes. Un peu comme pour auditionner pour un contrat où tu vas auditionner. C'est un peu comme des portes ouvertes dans des agences de mannequins où beaucoup d'agences, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, vont avoir des portes ouvertes où tu te présentes avec ton portfolio. Puis si ça fait, si c'est un match, ben ils vont signer. Mais pour les agences, ils vont faire des auditions où des chorégraphes assez réputés vont donner une classe, un peu, c'est comme une classe gratuite en fait. Puis tu auditionnes. Et puis si les agents flashent sur toi ou que tu attrapes l'attention de quelqu'un, ben des fois ils vont te signer après cette audition-là. Donc il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec ces agents-là. Puis il y en a quand même plusieurs ici à Los Angeles. À l'époque où nous on s'est emmenés ici, il y en avait 4 majeurs. Maintenant, il y en a un peu plus que ça. Il y en a
d'autres plus petites qui se sont ouvertes, qui ont fini par grossir et tout. Donc il y a quand même des options. Tu sais. Donc, si une ne fonctionne pas, tu peux aller à l'autre. Puis au bout de la ligne, la plupart des agences reçoivent les mêmes demandes d'audition, les mêmes contrats. Donc, tu sais, je veux dire, des fois, tu penses que tu vas être avec une agence en particulier, puis oui, des fois, c'est parce que, bon, il y a des chorégraphes ou des danseurs que tu aimes beaucoup qui sont là. Moi, c'était mon cas quand j'ai signé avec Block, qui était ma première agence à l'époque. C'est parce que ma danseuse préférée, Kelly Kono, qui est une Canadienne, était avec eux. Puis dans ma tête, moi, du moment où j'avais su qu'elle était avec cette agence-là, c'était pas, il n'y avait pas d'option 2, c'était avec eux, il fallait que je sois. Tu sais. Euh, mais il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est une autre des choses pour la visite. Donc, je te dirais que c'est pas mal les trois choses principales: l'agence, l'itinéraire et les lettres de recommandation. Puis là, évidemment, ben, l'argent aussi, qui est aussi un autre détail important. Ça peut être dispendieux. Ça dépend aussi comment tu le fais. Il y a des gens qui vont faire une grosse partie du travail eux-mêmes avant de faire affaire avec un avocat en droit pas international, mais d'immigration, trucs comme ça. Il y en a des fois des avocats qui vont prendre plus de la charge de travail pour eux. Donc, pour tout ce qui est les lettres et tout, ils vont même écrire les lettres pour les personnes, les chorégraphes ou les directeurs ou peu importe, qui vont écrire des lettres de recommandation. Ils vont même faire comme pas un brouillon, mais en fait une lettre de base après ça qu'ils leur envoient. Puis ces gens-là peuvent la changer ou s'ils l'aiment, ils peuvent juste la signer puis ça finit là. Donc évidemment, ça entre en ligne de compte aussi, en ce sens que si un avocat fait plus de travail, ben c'est plus d'heures. Donc je te dirais que ça peut jouer entre les 4 à 6 000 dollars, ce qui est quand même, pas donné, surtout quand tu considères que c'est pour 3 ans. Et Ouais. surtout quand tu considères que ça veut pas dire qu'un coup que tu as ton visa, ben, que tu travailles nécessairement. Tu sais. C'est juste pour te donner la permission d'être ici, ce qui des fois est un peu hallucinant quand tu y penses. Là, mais donc c'est sûr que cet aspect-là financier, des fois, est un autre enjeu qui peut rendre la chose un peu plus compliquée ou qui est un peu plus intimidant, mais qui n'est pas impossible, somme toute. Mm. Parfait. Ben, merci parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui songent peut-être à faire ce move-là, mais qui oublient qu'il y a une Mhm. étape là, que tout le monde doit Ouais, passer. ouais. Que, Ouais. Puis il y a genre, plein tu sais, il y a vraiment plein d'autres danseurs. Tu sais, j'en suis un, mais tu sais, il y en a plein. Puis je dis tout le temps, je suis toujours, il y a beaucoup de gens, même encore à ce jour, qui des fois vont entrer en contact avec moi justement pour poser des questions par rapport à ça. Puis on est rendu quand même plusieurs danseurs canadiens, surtout québécois, à être ici, qui ont passé à travers ce processus-là. Donc, tu sais, les gens de ne pas se gêner des fois de poser des questions. On a les médias sociaux s'il y a une des choses pour lesquelles c'est bien, c'est justement de pouvoir créer des contacts avec des personnes qu'on rencontre pas nécessairement en personne. Donc, de ne pas se gêner pour poser les questions parce que justement, tout ça, des fois, ça prend juste une conversation ou juste quelques petits, euh, euh, j'allais dire indices, là, mon cerveau, des fois, fonctionne beaucoup trop en anglais. Euh, Juste des petits trucs pour aider pour que ça t'enlève la pression puis que ça te fasse réaliser que, bon, finalement, c'est possible puis que ça te donne un peu le petit coup de pied au derrière que tu as besoin pour entamer le processus. Tu sais. Donc, de ne pas se gêner pour poser les questions en plus de faire ses recherches, là, évidemment. Tu sais, si en général, j'ai l'impression aussi dans le monde des arts, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a, peut-être pas c'est avec tout le monde, là, mais tu sais, de cette fraternité-là, de comme, ou sororité, là, peu importe, là, mais de comme s'aider, puis de comme, veux pas, c'est quand même un milieu ben, précaire, puis que des fois, il faut comme, Absolument. puis c'est comme, tu poses des questions, puis souvent les Ouais, gens ont ouais. cette possibilité-là de communication qui est parfois super simple, de juste comme texter quelqu'un ou d'envoyer un courriel, puis de Mhm. pas avoir peur, je pense, de faire ça. Puis, Ah non, ben comme tu dis, puis tu sais, je veux dire, moi, en tout cas, dans mon expérience à moi, dans le milieu de la danse, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aiment faire allusion à un milieu extrêmement compétitif, puis je dis pas que ce l'est pas. Mais de mon expérience à moi, j'ai vu beaucoup plus justement de fraternité, comme tu dis, puis d'aide, puis de support, puis d'encouragement que j'ai vu de compétition. Sans dire que j'en ai pas vu. Mais puis comme tu dis, tu sais, la communication, puis ça va à l'échelle d'une vie en général. Là, tu sais, c'est une des choses que je prône tellement dans ma vie, dans ma carrière, dans tout. Des fois, on a tellement peur de parler, de communiquer, alors que si seulement on prenait le premier pas pour faire ça simplifie tellement de choses. Donc, des fois, tu sais,
on se met de la pression, puis là, on panique, puis justement, mettons, juste pour ce processus-là de je serai jamais capable, alors que si tu faisais juste essayer de parler à une personne, des fois, c'est tellement simple, puis des fois, tu te dis, elle répondra jamais, puis Ouais. dans la même journée, tu as une réponse déjà, tu sais, alors que pendant des semaines, tu t'es dit non, ça fonctionnera jamais, tu sais. Fait que des fois, c'est juste de de faire le premier pas. Un ami à moi me dit toujours en anglais, the squeaky wheel gets the oil. Tu sais, si t'essayes pas, ben, tu le sauras jamais. Tu sais. Puis plus souvent qu'autrement, ben, c'est ça, on reçoit des réponses, puis en communiquant, puis en n'ayant pas peur d'aller de l'avant, ben, souvent les choses débloquent plus facilement qu'on l'aurait pensé. Oui, Christian. T'as bien raison, je veux dire. Moi, j'avais une question. euh, on parlait justement peut-être dans le monde peut-être plus commercial, mais ça se fait aussi, je pense que dans le monde en général de la danse, là, mais il y a comme, je me demandais à travers, peut-être tu pourrais viser sur ton parcours à LA, les différences, les difficultés en étant homme, femme ou de représentation masculine, féminine, genre, comment est-ce que tu trouves que est-ce que c'est plus facile d'avoir des contrats quand tu es un homme? Tu sais, souvent, on va penser ça. Mhm. Il y a des faits. Moi, j'étais à l'école de ballet, puis les gars, il y avait bien plus de possibilités parce que, bon, il y en avait quatre, puis il y avait genre Ben ouais. une fille pour, tu sais, fait que je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué quand même beaucoup? Puis est-ce que c'était plus difficile parfois? Est-ce que tu as vu des situations qui étaient comme, c'est un peu étrange ou comme. Mhm. C'est sûr que ça entre en ligne de compte. Je veux dire, on se mentirait de dire que c'est pas vrai, puis que c'est pas quelque chose qui est présent. C'est sûr que c'est une histoire différente, évidemment, à Montréal versus ici. Tu sais, en ce sens que quand j'ai commencé à danser professionnellement à Montréal, le bassin d'hommes était relativement limité. Donc, la seconde que tu es un bon danseur puis que tu fais la job, ben les chances sont que tu vas rester relativement occupé tout le temps. Alors qu'évidemment, quand il y a plus de filles, ben tes chances sont un peu amoindries, surtout considérant qu'à cette époque-là, même encore à ce jour, tu sais, des contrats à Montréal, il y en a, mais ça pleut pas nécessairement toujours. Tu sais. Bon, c'est sûr, après ça, quand tu arrives à aller, c'est quand même le cas en ce sens que, tu sais, si je vais à une audition ouverte, qui veut Mhm. dire que tu sais, il n'y a pas nécessairement de prérequis de limite de grandeur ou d'ethnicité ou de peu importe. Je vais peut-être être, je sais pas, un parmi 200, 300 gars, alors que les filles sont une parmi 700, 800. Là, tu sais, je veux dire, on s'entend que les proportions sont vraiment pas les mêmes. Euh, mais c'est sûr que, bon, ici, il y en a plus, donc est-ce que tu le sens un peu moins? Mais c'est sûr que c'est extrêmement présent. Tu sais, après ça, il y a évidemment tout ce qui est casting. Tu sais, je veux dire, évidemment, moi j'ai eu, tu sais, c'est comme un drôle d'avantage de dire, mais le fait que je suis chauve a beaucoup aidé en ce sens que je suis convaincu que si j'avais eu des cheveux courts comme beaucoup de gars blancs, beaucoup tu sais, je me serais peut-être un peu plus fondu dans le décor, tu sais. Alors que le fait que je suis quand même un gars de 6 pieds, bald, ben, il n'y en a pas nécessairement tant que ça. Donc, ça m'a permis de me démarquer d'une certaine façon. Euh, euh, Positive, en tout cas dans mon expérience à moi. Mais c'est sûr que bon, le casting, c'est ça, entre beaucoup en ligne de compte. C'est sûr que pour les gars, il y a eu une époque, c'est un peu moins le cas, mais il y a eu une époque où c'était ce qu'on appelait l'époque des body boys, où on était toujours les gars torse nu, puis il fallait être vraiment grosse musculature, extrêmement définie. C'était du gym non-stop, à manger juste du riz brun, du poulet, puis du brocoli. Puis je veux dire, on s'entend que, comparativement à ce que les danseuses de représentation féminine vivent, qui doivent toujours être auditionnées en talons, puis littéralement à moitié nues, souvent, c'est un petit mal, là, on s'entend ce que les gars vivent. Mais bon, il y a eu cette époque-là où c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'emphase mise sur les gars qui avaient des musculatures définies. Donc, il y a eu une période de temps où justement je m'entraînais. J'aimais ça, mais je m'entraînais à tous les jours. Puis ma diète était un peu différente parce que je savais que c'était ça qui aidait à booker en plus des capacités, puis en plus du professionnalisme. Bon, on s'entend que c'était pas tout, là, mais c'était quand même une grosse part de ça. Maintenant, je te dirais que ça a commencé. Il y en a encore de temps en temps, mais il y a beaucoup moins d'emphase de mis là-dessus, en tout cas dans les dernières années. Euh,
Mais c'est sûr que beaucoup, tu sais, ça aussi, ça change extrêmement maintenant en ce sens. Puis c'est vraiment une chose qui est, je trouve, magnifique, c'est que il commence à avoir un peu moins pas de délimitation, mais justement par rapport à l'identité de genre et tout ça. Tu sais, je veux dire, il y a eu des spectacles, justement, je regarde Usher où une des danseuses féminine a été mise dans un rôle d'homme, en fait, de faire, je ne sais pas dans un rôle d'homme, elle a été mise dans la track, en fait, des numéros qui auraient, en temps normal ou à une certaine époque, étaient seulement donnés à des danseurs d'identité masculine. Euh, Même chose sur une tournée d'Ariana Grande, un des danseurs avait été mis dans une des tracks qui aurait en temps normal été donnée à une danseuse féminine. Euh, et puis même, tu sais, juste par rapport des fois à la symétrie dans des numéros. Tu sais. Avant, à l'époque, ça allait être un gars, l'opposé d'un gars doit être un gars. Maintenant, des fois, tu vas souvent voir des performances où on se fout un peu de ça. Tu sais. Donc, on dirait que tranquillement, pas vite, les choses changent. Puis je pense que ça n'a pas le choix de changer parce qu'on est ailleurs. L'identité de genre, ça devient de plus en plus, tu sais, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment important? Il y a beaucoup de plus d'artistes aussi qui sont soit non-binaires ou trans ou des trucs comme ça même. Donc, euh, ça change. C'est sûr que c'est vraiment, puis je le vois aussi, tu sais, c'est drôle parce que tu me poses la question, puis on dirait que ça me fait réfléchir au fur et à mesure, puis de penser à quel point, tu sais, à l'époque, c'était vraiment gars, filles. Puis maintenant, sans dire que ce l'est pas, là, parce qu'on s'entend que on n'est encore pas complètement de l'autre côté, mais il y a quand même des changements un peu. Tu sais, ça commence à être un peu moins tout noir ou tout blanc. Tu sais. Oui. Ouais, Donc, Mhm. mais c'est difficile. Je pense que c'est tellement un travail de société aussi en général. Je veux dire, on le sait. Puis on est confronté ça en danse ou bien n'importe quelle discipline de sport, absolument. des questionnements qui se posent puis qui vont encore continuer de se poser. Mais c'est intéressant de voir comment. Bon, mais surtout en danse parce qu'on a la possibilité de croiser dans le sens que comme ben pas croisé, mais dans le sens que on peut genre mélanger des. Tu sais, mettons, dans une discipline olympique, là, il y a toujours cette questionnement-là de comment cette personne-là a comme tel poids, puis l'autre a tel poids, puis là, c'est comme oui, mais l'identité, le sexe, c'est comme. Mhm. Tandis Mhm. que cette possibilité-là de comme changer les rôles, tu sais. Absolument. Absolument. Puis, tu sais, je veux dire, même façon de bouger. Tu sais, moi, je veux dire, je vois la danse comme étant quelque chose de, tu sais, je veux dire, c'est du mouvement. La danse, c'est tellement grand, c'est tellement plus que juste t'es un gars, tu dois danser comme ça, t'es une femme ou tu sais, pas t'es un, mais tu sais, tu t'identifies en tant qu'homme, tu danses d'une certaine façon, tu t'identifies en tant que femme, tu dois danser d'une certaine façon, puis il n'y a pas de on croise la ligne. J'ai toujours, évidemment, ça vient du fait que quand je grandissais, j'étais le seul gars dans mes cours de danse, donc puis du studio où je venais, puis je l'ai jamais perçu. Il y a sûrement des moments où ça m'a dérangé, mais tu sais, jamais d'une façon extrême où on n'ajustait pas nécessairement les chorégraphies pour moi, toujours. Mm. Euh, donc, dès un jeune âge, je bougeais des fois, je faisais les mêmes chorégraphies que les filles, sans nécessairement dire que des fois, c'était des mouvements un peu plus féminins ou langoureux. Euh, mais dès un jeune âge, tu sais, j'ai jamais eu de problème à faire des mouvements, des fois, qui auraient été plus associés à une identité féminine. Et j'ai toujours aimé puis apprécié être capable d'aller de un à l'autre. Tu sais, j'ai toujours aimé, oui, je pouvais faire un numéro jazz funk à l'époque où le jazz funk, c'était vraiment du gang gang puis du crack puis tu sais, tout ça. Puis j'aimais autant faire ça qu'après ça aller faire un numéro super hip-hop puis qu'après ça faire quelque chose de plus contemporain. Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est ça la danse aussi. C'est pas juste une affaire. Autant que c'est pas juste une affaire de style, que c'est pas juste une affaire de genre. Le corps bouge de tellement de façons différentes. Fait que pourquoi se limiter, tu sais? Puis j'en parle souvent dans mes classes, en ce sens que c'est correct d'avoir des préférences, mais ça peut juste t'aider d'explorer autre chose, tu sais, d'accepter qu'on a tous une part de féminin puis de masculin en dedans de nous, Mhm. à un niveau différent peut-être pour certains. Euh, il n'y a rien de mal avec ça. Je veux dire, on est, tu sais, Ah oui. c'est juste inné en nous. Tu sais. Après ça, on en fait ce qu'on veut, on explore ça, on décide qu'on est plus un, plus l'autre, qu'on est exact, on est entre les deux. Tu sais, je veux dire, ça appartient à chacun, mais
mais d'explorer toutes ces facettes-là, tu sais, comme d'explorer tous les styles. Pour moi, c'est de la versatilité autant que de dire je suis capable de faire du ballroom, du ballet puis du hip-hop. La versatilité, c'est aussi ça, tu sais, c'est d'être capable de bouger de différentes façons sans nécessairement penser que c'est obligé d'être associé à un genre. Tu sais, quand j'enseigne, je dis souvent que mon style, parce que mon style est des fois un peu partout en même temps, que ce qui le définit peut-être le mieux, c'est justement street jazz ou jazz funk. Mais il faut toujours que je démystifie un peu parce que je vois souvent des danseurs masculins qui vont peut-être s'arrêter parce qu'ils pensent automatiquement que ça va être féminin, alors que de toute façon, du street jazz ou du jazz funk, à l'origine, c'est un mélange de différents styles. Il n'y a rien qui définit que c'est supposé d'être féminin, premièrement. Mais même si ce l'est, vois ça comme un challenge puis essaye de le faire à ta façon. Je veux dire, tu sais, ça peut juste t'aider, ça peut juste ouvrir tes horizons, faire de toi un meilleur danseur, un meilleur artiste. L'aspect caméléon dont tu parlais, tu sais, dans ça, Exact. tu as toujours voulu le montrer, puis tu as même dit que c'était ta force, tu sais, puis Mhm. j'ai l'impression que... Puis ben, surtout aujourd'hui, il y a cette possibilité-là d'essayer beaucoup de trucs, puis comme, tu sais, comme, Ah, my God. tu sais, mettons, on prend les compagnies classiques qui touchent maintenant à plusieurs trucs. Bon, il y a encore bien des choses à avancer, mais je trouve ça vraiment cool qu'il y ait cette possibilité de faire plusieurs styles. Puis ça l'était avant, mais il y a encore cette convention-là qu'il y avait, que maintenant, il y a cette Mhm. possibilité de mélange. Je trouve ça vraiment cool. Puis Ben, même dans le milieu du ballroom, tu sais, je sais que, en fait, quelqu'un pourrait me corriger là, parce que j'ai pas les connaissances tu sais, absolues en ballroom, mais si je me souviens bien, tu sais, il y a une époque où les rôles, c'était le rôle de l'homme, le rôle de la femme, puis je sais qu'à un moment donné, ils ont été obligés de changer ça, puis c'est devenu le leader puis le follower. ouais. Parce que justement, il y avait de plus en plus de couples de même sexe. Écoute, encore à ce jour, une des affaires les plus hallucinantes que j'ai vues, puis j'y retourne souvent, c'est une vidéo. Je pense, si je souviens bien, que c'est des deux danseurs argentins. Je sais pas s'ils sont argentins, mais ils font un numéro de tango argentin ensemble, deux hommes, et mais d'une beauté, là, j'en ai encore à ce jour, des fois, je le regarde, puis j'ai des frissons, puis je veux dire, il y a rien, tu sais, c'est tellement, il y a pas de, ça n'a même pas l'air, tu sais, de dire, ah, lui fait peut-être le rôle du follower ou du leader, ou il n'y a pas de, ah, lui, il fait le rôle de l'homme ou le rôle de la femme, c'est deux hommes qui dansent. Il y a une espèce c'est hallucinant, c'est hallucinant. Faudrait essayer de le retrouver puis que je le mette sur mon Instagram quelque part pour que les gens puissent le voir, là, mais c'est absolument hallucinant. Puis il y a tellement de beauté là-dedans, tu sais, comme tu dis, il y a tellement qu'on peut faire en danse de nos jours, puis juste, tu sais, les limitations, là, je veux dire, ça va à l'échelle de la vie en général, là, mais pourquoi se limiter en tout cas, bon, c'est une autre conversation qui pourrait durer une Vraiment. autre heure. Ben, le podcast est un peu à sa fin, Oui, c'est mais c'est ça. sûr qu'on veut aborder tes années là, à LA, parce que là, on s'est arrêté comme juste avant le visa slash on Ouais. l'a obtenu. Mhm, Euh, Tu l'as dit, ça fait comme 13 ans que tu es à LA, tu as eu la chance de danser pour plein d'artistes, Mm. de faire la tournée, des films, chorégraphier aussi. On mhm. veut savoir s'il y a un projet dans tous ceux que tu as fait, puis j'imagine que la réponse pourrait changer là, d'une journée à l'autre. Ouais, ouais. Un projet dans ta tête que pour toi, c'était comme que tu affectionnes plus particulièrement parce que Ce qui c'est marque quelque en chose que tu vie. voulais faire Ouais. ou un Ben, artiste. il pourrait y avoir, comme tu dis, différentes réponses pour différentes raisons. Mais tu sais, je veux dire, je peux pas passer à côté. Tu sais, j'ai parlé de Janet tantôt. Ouais. Ben, pour moi, c'est encore à ce jour, je me pince encore pour vraiment réaliser que c'est arrivé. Parce que, bon, tu sais, j'avais 13 ans quand j'ai vu son premier spectacle. Je suis tombé, oui, en amour avec ses danseurs, mais aussi en amour avec elle. J'adore sa musique. Euh, et j'ai booké le spectacle à Vegas à 33 ans, donc exactement 20 ans plus tard. Euh, et on dirait que, tu sais, quand tu te fais une idée de ce qu'un artiste ou un projet pourrait être, il y a toujours un risque d'être déçu. Mm. Euh, et puis, ça a été exactement, sinon encore mieux que ce que j'aurais pu vouloir. Autant d'un niveau, l'aspect danse, évidemment, je veux dire, c'était un challenge extrême, mais tellement gratifiant, puis tellement le fun.
l'équipe, elle, comme artiste, comme personne, le processus de répétition, tu sais, je veux dire, je me souviens le premier jour, tu sais, j'étais quand même rendu à 33 ans, là, on s'entend que je suis quand même quelqu'un de mature, puis qui en a vu d'autres, puis j'étais nerveux, mais sans bon sens. Oui, bon, parce que c'était mon rêve ultime de danseur, mais je, de me dire, je vais être capable, je vais être à la hauteur, tu sais, puis, mais le processus a été tellement agréable, puis on a eu tellement de support. Gil, qui était le directeur artistique, puis un des chorégraphes en chef, en fait. Juste une atmosphère tellement enrichissante, puis de support, puis d'encouragement, puis même entre les danseurs, on avait tout tellement, je pense qu'on était tous conscients de à quel point c'était gros ce qu'on était en train de faire. Donc, il y avait la même quantité de travail était mis de la part de tout le monde. Tu sais, des fois, ça va arriver, tu fais des contrats, puis tu trouves qu'il y en a qui slackent un peu, tu sais, puis tu te dis, OK, pourquoi je suis le seul qui travaille aussi fort? Ou mais là, c'était comme à part égale, tout le monde y mettait le même niveau d'effort, puis de passion, puis de cœur, euh, puis le show était, je veux dire, hallucinant. Là. Je veux dire, j'aurais pu continuer à faire ce show-là. Tu sais, je suis quelqu'un qui me tente rapidement quand je deviens habitué à faire le même show over and over. C'est une des choses que j'aime de ce qu'on fait, c'est qu'on change de projet souvent. Mais ce show-là, j'aurais pu continuer à le faire pendant 5 ans sans m'en lasser. Là. Fait que définitivement, je pense que ça prend la position du top, là, mais il y en aurait d'autres pour d'autres raisons qui ont été aussi fantastiques. C'est Oui, c'est certain, sûr. mais tu voulais-tu que je fasse ma petite dernière question? Ben oui, Parfait. allez. Donc, on va m'avoir. Hey, on a du temps. Moi, j'ai du temps. Hein, fait que c'est pour vous. Là, moi, on continue si vous voulez, Oui, puis il n'y a pas de problème. mais c'est gentil d'extrapoler sur nos questions, puis c'est vraiment intéressant ce qu'on entend, fait que c'est vraiment cool, puis on est vraiment content. En tout cas, moi, je suis vraiment contente. Mais Tant mieux. C'est ça, écoute, on se demandait, est-ce que tu penses continuer, c'est comme une autre fameuse question, là, on commence par une question classique, on va finir par une question classique. Est-ce que tu Mhm, envisages de continuer dans la danse? Est-ce que tu envisages un changement de carrière? Parce que notre podcast aussi parle de gens qui mhm. ont utilisé aussi la danse pour faire d'autres choses. Puis Ouais. on se demandait justement, est-ce que tu penses continuer? Est-ce que tes projets futurs, Mhm. euh, ou bien Ouais. amener de faire un changement de direction, même si c'est pas là, c'est un truc qui est Mhm. dans la tête parfois. Voilà. Ouais. C'est une excellente question. Puis je dirais que c'est drôle parce que je suis évidemment dans ce genre de réflexion-là. Puis c'est une conversation que j'ai beaucoup avec beaucoup d'amis, évidemment, parce que ben, beaucoup de mes amis sont dans la même tranche d'âge que moi. Mm. Évidemment, je veux dire, tu sais, je cache pas mon âge, mais je vais avoir 39 ans cet été, ce qui est pas jeune pour un danseur. Je suis encore extrêmement, je cherche du bois là. Je suis encore extrêmement chanceux de pouvoir être, tu sais, encore demandé pour des contrats puis de travailler encore. Euh, c'est sûr que, tu sais, cette passion-là, on est des artistes, on est des danseurs, ça s'en ira jamais. Tu sais, ça va toujours rester une partie de moi, ça va toujours être là. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a un côté de moi qui souvent me dit, ben, tu sais, c'est ma vie, je fais ça depuis que je danse depuis que j'ai 9 ans, professionnellement depuis que j'en ai 19. Euh, donc, on dirait que ça va de soi de continuer dans cette avenue-là. Évidemment, tu sais, j'ai assisté beaucoup, j'ai été beaucoup, bon, tu sais, assistant choreographer ici, des fois ils appellent ça même associate choreographer quand c'est une position un peu plus élevée. J'ai été chorégraphe aussi, bon, sur chanteur masqué, sur différents projets. Euh, c'est toutes des options que j'aime. Euh, puis qui remplissent tout un petit côté de moi que j'aime toucher. J'adore enseigner. Donc ça, je pense que c'est sûr que ça va toujours faire partie de ma vie. Je veux enseigner, je veux enseigner plus. Euh, je dirais que j'essaye de toucher à différentes avenues présentement parce que oui, je danse encore. Puis c'est sûr que ma passion première, ce qui m'a amené à la danse, c'est vraiment de performer. Donc, c'est sûr que de laisser ça de côté pour aller ailleurs, c'est vraiment difficile. Euh, c'est difficile aussi en tant que danseur. Puis je pense que c'est une conversation qui est importante d'avoir. C'est pas facile de savoir qu'on a une date d'expiration. C'est difficile d'accepter que
des gens décident pour nous quand notre temps est venu. C'est sûr qu'on peut prendre la décision nous-mêmes, mais tu sais, des acteurs, ils vont des fois avoir des périodes creuses quand ils sont entre deux tranches d'âge ou quand leur casting change, mais s'ils veulent, ils peuvent continuer d'être des acteurs toute leur vie. Euh, N'importe quel autre milieu artistique, des chanteurs aussi, des artistes visuels, peintres, whatever. C'est la même chose pour des athlètes. Puis il y a pas beaucoup de gens qui peuvent comprendre ce que ça veut dire de te faire dire ben t'es encore jeune, je veux dire j'ai 39 ans là, je suis en forme, je veux dire je suis bien, je sais que je suis jeune, je me sens jeune, mais d'avoir un peu cette réflexion-là de se dire faut que je pense à une retraite, une première retraite, c'est un peu weird. Puis c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de conversations avec différents amis parce que j'ai beaucoup d'amis qui passent à travers ça. Puis des fois, c'est sûr que c'est pas une mauvaise chose de penser d'avance, justement, pour pouvoir prévenir, puis que ce soit une transition peut-être un peu plus smooth. Les options, tu sais, il y en a beaucoup. Tu sais, une des choses aussi que j'aimerais essayer, c'est aussi de faire de la direction de mouvement pour des trucs un peu plus dans le milieu de la mode, parce que j'ai toujours adoré la mode. Donc, c'est quelque chose à quoi j'ai pas nécessairement touché, que j'aimerais peut-être essayer aussi éventuellement. Donc, il y a une part de moi qui, oui, veulent rester dans le milieu parce que j'aime le milieu du show business, j'aime le milieu du spectacle. C'est quelque chose que je trouve hyper excitant, même que ce soit sur scène ou aussi de l'autre côté, tu sais. Euh, mais il y a aussi des fois un côté de moi qui a un peu ce désir-là de aussi apprendre autre chose. Tu sais. La danse, c'est ma vie en entier. Puis je suis content d'avoir focusé autant sur la danse parce que je sais que c'est pour ça que je suis où je suis présentement. Mais en même temps, parce que j'ai focusé tellement sur ça, je me suis pas toujours permis d'explorer autre chose, ou j'ai pas toujours pris le temps de dire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui me passionnent? Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aime? Parce que je mettais tous mes œufs dans le même panier. Euh, Puis pour certains, ça peut avoir l'air négatif. Pour moi, il y en a découlé que du positif, mais maintenant, c'est sûr que des fois, ça rend la réflexion un peu plus ardue parce que là, à 39 ans, je me dis, bon, peut-être que je pourrais essayer de faire telle chose, voir si j'aime ça, ou essayer d'autres choses. Puis en même temps, c'est le fun. Il y a quelque chose d'excitant là-dedans de découvrir d'autres choses, puis de te permettre de dire, je vais prendre un cours de poterie, ou je vais prendre un, tu sais, c'est de l'exploration, puis des fois, il faut que tu le vois comme quelque chose de le fun, puis comme un jeu, mais des fois, oui, il y a ce côté-là de moi qui me dit, ah, ça pourrait être aussi le fun de faire quelque chose de complètement différent, euh, de voir aussi quelles autres aptitudes j'ai, tu sais. Mais bon, c'est sûr que quand j'y pense, il y a tellement un bagage que j'ai acquis au cours de ma carrière, puis de me dire que j'utiliserai pas ça dans le futur, que ce soit pour le partager ou que ce soit pour l'utiliser dans une autre avenue, des fois je me dis c'est peut-être un peu du gaspillage. Donc, je te dirais que c'est une réflexion qui est en, en mouvement présentement. Comme je disais, je suis content puis choyé de pouvoir encore faire des contrats en tant que danseur. J'enseigne encore beaucoup. Je fais d'autres trucs euh, on the side, comme on dit en anglais. Mais ouais, je te dirais pas encore que j'ai trouvé exactement la réponse finale. Puis en même temps, il n'y en aura peut-être pas. Tu sais, peut-être que ça va continuer d'être ça, de butiner d'une chose à l'autre, d'aller vers les projets qui m'excitent puis qui m'apportent quelque chose, tu sais. Euh, Parce que des fois, c'est ça aussi, tu sais. Je veux dire, il y a une beauté justement dans le fait que ce qu'on fait peut être tellement divers. Fait que pourquoi ne pas aussi continuer d'essayer des trucs différents, tu sais. Des fois, il y en a des contrats pour des danseurs plus vieux sur des films. Fait que peut-être que je vais quand même décider de continuer de danser quand les projets vont se présenter, puis quand je danse pas, d'enseigner puis de chorégraphier. Je veux dire, il y a cette beauté-là d'avoir plusieurs options. Vraiment. Euh, donc, Mm. why not? Ben oui, Ouais. Mais c'est définitivement pas une réflexion qui est nécessairement facile. Puis, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Je pense que trop de gens ont des fois la crainte de dire, ah, j'ai un peu de misère présentement parce que je passe à travers ce moment-là ou ce moment-là arrive où je suis dans une période de transition. Puis, ça fait partie de notre carrière. Euh, Puis, c'est quand même, ouais, c'est tough. Il y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça parce qu'il y a pas beaucoup de carrières dans laquelle les gens vivent ça, tu sais. Euh, Puis ce ouais. qui veut aussi dire qu'il faut qu'on profite au maximum pendant qu'on vit notre carrière, tu sais. Puis ça, je pense que j'ai réussi à le faire, puis j'ai réussi à le faire encore. Donc, c'est comme tu disais, c'est éphémère. Fait que, faut en profiter pendant que ça passe. J'ai l'impression que comme peu importe, même dans un métier
Puis je pense que c'est aussi pour ça qu'on a fait le podcast, là, mais pour justement comprendre les parcours des gens, puis de s'intéresser, mais que si jamais après, ça fonctionne plus la danse, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a comme un changement, ben, le parcours qu'on a eu, que nous, on va avoir, là, ben, Mhm. il permet tu sais, il te forme en tant qu'humain. Puis j'ai l'impression qu'on a comme Exactement. genre, c'est ça, tu sais, le fameux sport, art, athlète, artiste, genre qui comme, je crois qu'il fait une personne complète. Ouais, Puis c'est intéressant de comme, peu importe, genre, ce qui va se passer, même si ça fonctionne plus, ben, il y a quelque chose de tellement formateur, de tellement comme Ouais. enrichissant de... Notre parcours, mhm. le côté comme artiste que le côté humain, ce qui fait en sorte que Ouais. quand que le chiffre Abs- arrive, ben, t'sais, comme le côté humain a aussi été, il a pas été comme négligé, ce qui fait en sorte que tu te sens Ouais, ouais. artiste. Puis c'est tellement une force, je pense, des danseurs, parce que comme tu dis, le côté humain, tu sais, on est dans une carrière où des fois les projets qu'on fait sont de courte durée, puis on est forcé à établir des liens hyper rapidement. Puis à Mhm. une époque où justement les gens sont beaucoup dans leur laptop ou dans leur cellulaire, où les gens ont pas nécessairement les mêmes capacités à établir des relations sociales, nous on est forcé de faire ça, puis ça devient tellement une force sur tout point de vue qui traduit dans d'autres carrières aussi, tu sais, parce qu'on est capable d'établir des liens, on est capable d'avoir ce contact-là humain qui malheureusement des fois est un peu perdu, mais que nous, on est forcé d'avoir parce que notre industrie, notre art, ben c'est ça, tu sais, c'est Il y a humain, vraiment- c'est physique, faut qu'on soit là, tu sais, c'est pas virtuel, je veux dire. Ça peut être virtuel, on l'a vu pendant la pandémie, là, en tenant des cours virtuels et tout, mais bon, c'est pas la même chose non plus, mais ouais, donc il y a vraiment ça, mais je pense vraiment que j'adore que vous commenciez ça parce que c'est une conversation à avoir, puis c'est aussi correct si quelqu'un, à un moment donné, décide que qu'ils en ont eu assez de la danse, puis ça a été un beau chapitre de leur vie, puis maintenant ils passent à autre chose, tu sais. Des fois, je pense qu'il y a des gens qui ont peur de s'avouer ça ou d'avouer ça, alors que c'est correct, tu sais. Des fois, la danse, comme on disait tantôt, ça évolue, les arts évoluent, puis à un moment donné, ben, c'est peut-être plus où toi tu trouves peut-être plus que tu fites là-dedans, puis c'est correct de vouloir passer à autre chose aussi, tu sais. Donc, je pense que c'est de normaliser un peu ces choses-là. Non, puis tu sais, comme tu l'as dit, il y a tellement de possibilités, comme avoir, genre, tu sais, même si tu continues dans le milieu des arts, comme tu disais, je veux dire, tu serais directeur de mouvement, Absolument. ça peut être autant, tu sais, ton parcours va tellement t'avoir aidé aussi à faire ça. Il Bref. existe beaucoup plus de Mhm. aujourd'hui qu'il y en Ouais, c'est avait il y a ça quelques aussi. années, là, puis c'est sûr, Exactement. Ouais. Exactement. juste comme, ben, il y avait comme chorégraphe, danseur, mais là, il y a directeur de mouvement, il y a enseignant, il y a plein de titres qu'on peut se coller à la peau. Puis Mm. c'est le fun de voir qu'il y a autant d'options. Puis qu'après, être danseur, performeur, ben, il y a d'autres avenues que tu peux Ouais. Puis entreprendre. aussi, tu sais, ça va même plus loin que ça, tu sais, je veux dire, je vais pas continuer là, parce qu'on s'arrêtera jamais, mais, tu sais, je veux dire, en étant sur scène, en faisant des projets de scène, tu côtoies des habilleurs, des costumiers, tu côtoies des producteurs, des réalisateurs. Fait qu'on finit qu'on a une connaissance, sans nécessairement que ce soit profonde de tout, mais on a touché à tellement de choses qu'après, tu peux approfondir. Fait que tu sais, on a cet avantage-là, justement, que ça aussi offre, non seulement juste en lien avec la danse, mais en lien avec plein d'autres choses dans le milieu. Tu as Vraiment. raison. Ouais, Mm. vraiment. Ouais. Donc, on termine ça là. Ça finit sur une bonne. Non, on aurait pu discuter de plein Je d'autres sais. choses. Non? Si on a une Je deuxième viens d'une saison. famille je viens d'une famille d'enseignants. Mon père travaillait dans les journaux, fait que je pense que même chez nous, les discussions finissent jamais. Fait que des fois, peut-être que je parle un peu trop, mais bon. Non, mais Ben, et on te lancera cool. l'invitation si jamais il y a une deuxième saison, parce que Ouais, c'est sûr qu'on voudrait Hey, te revoir. Merci beaucoup anytime. de ton partage. vraiment, merci. Euh, je pense qu'on a, ben De ton oui, de ta temps. générosité aussi. On a couvert des beaux sujets qui, je crois, vont parler à plusieurs personnes, que ce soit tout ce qui est visa, aussi la différence homme-femme, ce changement-là Mm. aussi. Je pense que c'est des sujets qui vont parler à plusieurs personnes. C'est le fun d'aller plus en profondeur et pas juste rester dans j'ai dansé pour telle personne, puis j'ai fait ça. On dirait que c'est bien
Mais oui, creuser un peu, là, puis d'aller c'est voir. le but de jaser ensemble. Ben oui. Oui, absolument. Ben, merci à vous, puis j'ai bien hâte de voir aussi toutes les autres belles conversations que vous allez Mm. avoir. Je pense qu'on est dans un beau milieu. Je pense que le milieu des arts, le milieu de la danse, c'est tellement riche. Puis euh, moi, je suis encore un geek en fait de danse. Fait que j'ai hâte de voir toutes les autres conversations que vous allez avoir pour pouvoir écouter ça pour mon plaisir personnel. Ben, merci beaucoup de ton temps, Vincent, puis Merci à vous autres. faites une belle journée, puis des beaux projets à venir. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne continuité.